signe. Je dis qu'il faut que ce soit cette liste de machines-là, ce n'est pas des farces. Elle est capricieuse, hein? Bonjour, alors nous allons passer quelques minutes à regarder ensemble l'utilisation des timbres cutanés que l'on appelle au Québec des patchs pour donner des opiacés aux patients qui ont des problèmes de douleur. Ces patchs sont en général des patchs de fentanyl, pas toujours, mais pour nous, souvent, et donc c'est notre sujet. Quand on veut donner des médicaments, on peut le donner par la bouche. Par exemple, on donne un comprimé. Là, il descend, il s'en va dans l'estomac, trouve un milieu acide, puis ensuite un milieu alcalin, ça se dissout, l'intestin absorbe les molécules, elles s'en vont dans le sang, et ça peut être absorbé soit par l'estomac, soit par l'intestin, ou soit par le côlon. Quand on le prend par la bouche, c'est l'estomac en premier, l'intestin en deuxième. Quand on le prend en suppositoire, bien, le côlon va être évidemment beaucoup plus important, mais même par la bouche, il peut avoir une absorption colonique. On peut aussi le faire donner également les médicaments par injection, par voie intraveineuse, intramusculaire, ou par implant en dessous de la peau. Quelquefois, les anticonceptionnels, par exemple, sont implantés sous la peau. On peut le donner par voie transdermique, c'est-à-dire à travers la peau, par voie muqueuse, à l'intérieur de la bouche, dans la gouttière sublinguale qu'on a là. Par exemple, c'est une voie muqueuse, ou par inhalation, par voie pulmonaire. Donc, il y a beaucoup de voies qu'on peut utiliser pour donner des médicaments. Et là, on va se pencher aujourd'hui sur les voies transdermiques. Qu'est-ce que ça a l'air? Bien voilà, ça c'est de la peau avec le tissu sous-cutané puis le muscle en bas. Alors, si je prends mon aiguille puis j'injecte mon médicament sous la peau, mais avant le muscle et les vaisseaux, on appelle ça de l'administration sous-cutanée. Mais si mon aiguille, je l'ai envoyée plus profond puis je m'en vais dans le muscle, bien, j'ai l'administration intramusculaire. Puis si je m'arrête avant le muscle à l'intérieur des vaisseaux, j'ai une administration intraveineuse. Et on voit déjà qu'en donnant une piqûre intramusculaire, mais si on n'est pas à la bonne place, on peut en fait donner une piqûre intraveineuse parce que la seringue, l'aiguille n'est pas à la bonne place. On peut le donner également transdermique, et transdermique, on ne fait aucune piqûre, on le met sur la peau. Puis on s'attend à ce que ça passe à travers la peau, et c'est de ça dont on va surtout parler maintenant. Ou encore, on peut faire une implantation d'une petite capsule qui diffuse du médicament dans la région sous-cutanée. Et nous, on veut parler aujourd'hui, en ce moment, de cette technique-là, où on met un médicament sur le dessus de la peau. Il faut bien comprendre que notre peau, c'est un organe extraordinaire et qui est imperméable. Quand vous plongez dans une piscine l'été, il n'y a pas une goutte d'eau de piscine qui rentre à l'intérieur de vous, même si vous restez 1 heure ou 2 heures dans la piscine. La peau est normalement imperméable. Elle est imperméable à l'eau, mais elle est faite de quoi? Elles sont des cellules, et les cellules sont faites de membranes lipidiques. Et donc, la peau va être perméable aux substances qui sont des graisses. Voilà les différents médicaments que l'on donne en patch. La scopolamine et les mieux connus, la scopolamine, nitroglycérine, l'estradiol, le fentanyl, la nicotine pour les gens qui veulent arrêter de fumer, la testostérone, tous ces médicaments-là peuvent être donnés en patch. Pourquoi on les utilise en patch? Regardez, ils sont très lipophiles. Pour mesurer la lipophilie, c'est-à-dire pour savoir si un médicament est soluble dans les graisses, toutes ces diapositives-là, vous les avez dans vos programmes, vous les retrouverez, donc vous n'avez pas besoin d'écrire. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu de médicament dans une bouteille, on a mis moitié d'eau puis moitié d'huile, puis on brosse la bouteille. Puis là, on regarde combien de médicaments est allé dans l'huile, puis combien de médicaments est resté dans l'eau. Bien, s'il y a plus de médicaments qui vont dans l'huile, parce que le médicament est lipophile, il aime les graisses. Et cette lipophilie-là s'exprime 1, 2, 2,5, 2,9, 3. C'est toujours plus haut que 1. Un médicament qui aurait très peu dans les graisses, bien, ne traverserait pas la peau. L'eau, par exemple, ne traverse pas la peau. Première caractéristique pour pouvoir donner un patch,
c'est un médicament lipophile. Deuxième caractéristique, pour ça il y a bien, il faut que le médicament ne soit pas métabolisé trop vite. Si le médicament est métabolisé très rapidement, bien, il n'en arrive pas à construire une construction stable dans le sang. Et ça, on va voir que la clairance qui est ici, exprimée en litres par heure, elle est de 60 à 900. Alors, 900, il y a beaucoup de clairance. Bien, avec le fentanyl, 27 à 75, ce n'est pas énorme. Le fentanyl va donc être utilisé assez facilement. Donc, toutes les drogues qui sont de petits poids moléculaires, assez lipophiles et qui ont peu de groupes polaires. Ça, c'est un groupe polaire, ça, par exemple. Non, pas celui-là, CH2. Celui-là, c'est un groupe polaire, OH-. Donc, il y a peu de charge dessus. Quand il y a des charges dessus, c'est hydrophile. Quand il n'y a pas de charge, c'est lipophile. Donc, quand ils ont peu de charges polaires, sont utilisés avec des timbres de façon efficace. Et vous voyez ici une courbe qui montre la répartition entre l'huile et l'eau quand on le verse dans une petite bouteille. Alors ici, quand on est à 1,0 qui est ici, il y a autant de médicaments dans l'huile que dans l'eau. Ici, il y a 10 fois plus. Ici, il y a 100 fois plus. Ici, il y a 10 000 fois plus de médicaments dans l'huile que dans l'eau. Plus il y a de médicaments dans l'huile, plus le flux à travers la peau est élevé. Et donc, un médicament qui s'en va dans l'huile, comme le fentanyl, il va être très facilement absorbé par la peau. Un médicament qui ne s'en va pas dans l'huile pantoute, comme la guavaïne, il ne sera jamais absorbé par la peau. Il n'y a donc pas de timbre de guavaïne. Okay? Ça, c'est intrinsèque à la biochimie des molécules. Et ces médicaments-là, on les met où? On les met dans un timbre. Voilà un exemple de timbre. Ce timbre-là, il est formé de plusieurs couches. La première couche, c'est une couche de colle. La couche de colle, c'est elle qui va mettre sur la peau, puis elle va coller le timbre à la peau. Derrière la couche de colle, il y a une couche qui a des petits trous pour laisser passer le médicament. Il ne passe que par les petits trous. Derrière, il y a un réservoir de médicaments, donc dans une espèce de matière qui le tient. Et puis, il y a une autre couche de plastique par-dessus celui-là. La couche avec les petits trous peut permettre de contrôler le taux de médicament, à quelle vitesse il sort de la patch. Il y a plusieurs façons de le faire. Les patchs les plus modernes n'ont même plus de membrane contrôlante. Le médicament est directement dans la colle. Il n'y a plus rien que de la colle puis une structure. Et ça a l'air de ça quand on reçoit le timbre. Un timbre, ce timbre-là, il y a de la colle. Quand tu le soulèves de son support de plastique transparent, tu vois apparaître ici le dos du timbre qui est collant. Si tu mets ton doigt dessus, il va te coller. Mais s'il te colle en tenant le doigt dessus, le médicament va rentrer dans ton pouce aussi. Et donc, tu fais bien attention, quand tu décolles ça, de ne pas mettre ton doigt sur la surface active du médicament. En voilà un timbre. Ça, c'est un timbre de fentanyl. C'est un clone de ce médicament-là. C'est un timbre de 50 microgrammes heure. Il est marqué 3 fois 50, pour être bien sûr qu'on sache quelle concentration. Quand tu as un timbre de médicament, il faut que ce soit marqué c'est quoi, combien il y en a de médicaments dans le timbre, et on va voir l'importance de ça dans un instant. Les nouveaux timbres de Duragésic, qui sont une compagnie qui font ça, les voici. Ce sont des photographies et vous constatez que si on donne 100 microgrammes heure, le timbre est beaucoup plus grand que si on donne 12 microgrammes heure. En d'autres termes, plus le timbre grandit, plus le malade va recevoir de médicaments. La quantité de médicaments qu'on donne est proportionnelle à la surface du timbre. Alors, quand je manipule ce timbre, je ne touche pas la couche active. Je ne mets pas mes doigts là. Et je ne mets pas mes doigts là même quand j'enlève le timbre, quand c'est fini après 3 jours. Parce que ça dure 3 jours en général, un timbre. Parce qu'après 3 jours, il reste encore 2 jours de médicaments dans le timbre. Donc, tu manipules le timbre qui est passé date avec beaucoup d'attention. Quand tu veux le poser, tu fais bien attention de regarder où est-ce que tu vas le mettre. On va discuter du site. Tu lisses bien le timbre pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air en dessous. Parce que s'il y a une bulle d'air, il n'y a pas un contact entre le timbre et la peau. S'il n'y a pas de contact, c'est comme si tu avais un plus petit timbre que tu penses.
Donc, il faut qu'il soit bien lissé. En le lissant, tu le lisses sur la partie qui n'a pas de colle et qui ne laisse pas passer le médicament, la partie du dessus. Et puis, évidemment, la membrane adhésive doit être sur la peau. Le malade qui l'a, parce que c'est très adhésif, il peut prendre sa douche avec, peut faire de l'exercice avec. Et puis, tous les 3 jours, on va changer son timbre. Et quand on va le changer, on va faire une rotation de sites. On ne mettra pas toujours le timbre à la même place et on va discuter des sites dans un instant. Je vous rappelle qu'on ne peut jamais couper un timbre. On pouvait autrefois, quand les timbres étaient à l'intérieur étaient entourés de 2 membranes, quand on le coupait, le médicament sortait. Et donc, le médicament sortait, il n'était plus dans le timbre. Alors aujourd'hui encore, on ne coupe jamais un timbre. On peut mettre des petits et des grands. On peut coller un grand timbre sur une surface qui n'absorbe pas. Par exemple, un grand timbre sur un autre grand timbre pour faire un équivalent d'un timbre et demi. Mais on ne coupe pas le timbre. Le timbre doit toujours être intact. Alors le voilà, ce timbre intact. Je viens le mettre sur la peau, puis le médicament va passer à travers. Et je vais vous montrer comment. Sur la peau, qu'est-ce qu'on a? On a la papille de stratum corneum. Stratum corneum, ce sont des cellules de peau qui se sont desséchées, qui sont devenues toutes plates, qui ne sont plus vivantes, et elles forment une couche de cellules mortes sur notre peau. C'est elle qui rend la peau imperméable à l'eau. Mais c'est encore des cellules. En dessous de ça, à travers ça, on voit qu'il y a des trous. Ici, je vois une glande sudoripare. Cette glande sudoripare, c'est une espèce de verre comme ça qui fait du liquide, de la sueur, qu'elle envoie dans le petit canal. Et puis quand je commence à avoir chaud, il y a une goutte d'eau qui perle à la peau. Et ça, c'est la sudation. C'est un phénomène normal pour contrôler la température. Si je mettais un timbre par-dessus, bien évidemment, le médicament pourrait descendre le canal. Ici, il y a un poil. Ce poil, c'est un trou qui s'en va jusqu'à l'intérieur de la peau. C'est un endroit par lequel le médicament peut également passer. Donc, quand on met un timbre, on est susceptible d'utiliser le passage à travers le derme, le passage par les glandes sudoripares ou par les poils. Ce sont les 3 voies dans lesquelles le médicament va pénétrer. La voie principale en surface, c'est toujours la surface cornéenne, la couche de cellules cornéennes. Voilà une autre image de l'épiderme, c'est la partie supérieure de la peau, où on voit les pores, où on voit les poils. Et en dessous, il y a du tissu qui est du tissu sous-cutané que l'on appelle le derme. Et dans ce derme, il y a tas de structures. Par exemple, ici, on voit des corpuscules de Pacini. Ici, on voit des morceaux des papilles pour les follicules pileux. Ici, on voit des glandes sudoripares qui ont l'air de cet aspect-là. Ça, c'est une glande sudoripare. Tout ça se trouve coincé entre cette couche cellulaire superficielle et une couche de graisse qui se trouve beaucoup plus bas. Et cette couche de graisse-là est très importante pour nous. C'est elle qui nous sert de couverture. Si j'ai une belle couche de graisse, eh bien, quand je suis au froid, le graisse m'isole. La baleine a une couche de graisse ça d'épais. Le phoque a une couche de graisse ça d'épais. Moi, j'ai une couche de graisse ça d'épais. Oh, quelquefois un petit peu plus gros. Et cette couche de graisse est donc un isolant pour moi. Et si je me mets à avoir chaud, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le sang qui se promène en dessous de la couche de graisse va être redistribué par-dessus la couche de graisse. Puis là, mon sang chaud va permettre de sortir de la chaleur et de faire de la sueur. Donc, c'est comme ça que je vais régler ma température. Si je m'en vais au froid, je deviens blanc, 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 parce qu'il n'y a plus de sang par-dessus la couche de graisse. Tout passe en dessous de la couverte, et c'est pour ça que mes mains deviennent blanches, que mon visage devient blanc. Ce passage du sang en haut ou en dessous de la couverte, c'est ça la régulation, comme ça que forme la régulation thermique. Si je mets mon petit timbre sur la peau ici, ce petit timbre-là, il va commencer à pousser du médicament à travers la peau. Et ce médicament, qu'on appelle du fentanyl, il est lipophile. Comme il est lipophile, il va descendre jusqu'à la couche de graisse, puis quand il arrive à la couche de graisse, il va s'arrêter là. Et au bout d'une douzaine d'heures,
voilà qu'après que j'ai mis mon médicament, voilà que j'ai une petite chambre dans laquelle il y a du fentanyl. Et la quantité de fentanyl qui est là est assez grande pour que le flux de fentanyl qui va de là vers le timbre soit égal au fentanyl qui va du timbre vers là. En d'autres termes, il y a un équilibre. Et le timbre, la fentanyl resterait là s'il n'y avait pas du sang, des artères, des veines, qui viennent passer autour de cette chambre-là puis qui volent du fentanyl constamment. Volant du fentanyl, la concentration de fentanyl dans la chambre devient plus petite que dans le timbre. Alors le timbre pompe du fentanyl dans la chambre et à la vitesse avec laquelle le sang vient enlever le fentanyl de la chambre. Est-ce que ça, c'est clair? Il faut que ce soit très, très, très clair parce que ça, c'est cardinal pour tout comprendre. Merci. Et donc, on comprend que nous avons besoin de cette petite chambre-là pour que notre administration de médicaments fonctionne. Qu'est-ce qui va affecter la biodisponibilité du fentanyl? Bien, il y a plusieurs étapes. On va regarder un. D'abord, le timbre lui-même. Le timbre lui-même, parce que l'on va appliquer, ici, on l'applique sur un bras. C'est un endroit habituel. Ici, on l'implique encore sur un bras. Il est bien collé. Avant, on était en train de le coller. Et quand je le colle, le timbre, je m'aperçois de quoi? Que la concentration de fentanyl augmente dans le sang, que ça prend à peu près 12 heures. Après 12 heures, la concentration est relativement stable. Puis elle va rester stable ici pour 150 heures. 3 fois 24 heures, 4 fois 24 heures, c'est presque 100. Hein? Donc, vous voyez que 150 heures, je sais que moi, je vais l'enlever après 3 fois 24 heures, le timbre. Il reste encore un bon bout de temps de timbre actif. Le timbre est organisé pour durer plus longtemps que 3 jours. Et on l'enlève parce que, comme chez tous les gens, ce n'est pas exactement pareil. Mais on n'est pas absolument sûr de combien il reste à la queue. Fait qu'on l'enlève au bout de 3 jours. Donc, vous constatez que le taux de fentanyl dans le sang est relativement stable. Ça évite les variations. La dernière fois, nous avons vu ensemble que lorsqu'on fait monter les opiacés trop haut, on commence à désensibiliser les récepteurs, à internaliser les récepteurs. On veut une administration stable. On veut la bonne dose, puis on veut qu'elle soit stable. Le fentanyl fait ça parfaitement bien. Puis vous remarquez que si je mets 6,5 microgrammes heure ou 12,5 microgrammes heure, bien à 12, j'ai 2 fois plus, 50, et 2 fois plus que 25. Donc, si mon timbre est 2 fois plus grand, je fais passer 2 fois plus de fentanyl, puis mon niveau sanguin va être 2 fois plus haut, mais ça va durer encore à peu près le même temps. Est-ce que c'est clair aussi? Donc, que je mette un petit timbre, un moyen timbre et un grand timbre, c'est 3 jours pareil. Right? Si on le met 2 jours, c'est possible. Puis si le malade l'oublie une 4e journée, il peut être très confortable parce qu'il n'a pas dépassé, il n'est pas descendu dans cette zone, il n'y a pas de zéro. C'est possible. Donc, ce n'est pas impossible que quelqu'un mette un timbre plus longtemps. Puis on va voir que c'est possible que certains mettent un timbre moins longtemps, puis on va voir pourquoi. C'est intéressant de se dire que lorsque l'on regarde la concentration dans un timbre, c'est tout à fait différent des autres médicaments. Par exemple, si je prends de la morphine, je peux prendre 4 ou 5 mg de morphine à toutes les 4 heures. Je sais que j'ai 4 heures par 24 heures, 5 fois 6, 30. Donc, si je fais ça dans ma journée, je vais avoir 30 mg de morphine. Le timbre, lui, c'est un timbre de 100 microgrammes, et pas des milligrammes, celui-ci, mais ce n'est pas des microgrammes tout seul, c'est des microgrammes par heure. Donc, il y a 24 heures dans une journée. Donc, je vais avoir 100 fois 24 microgrammes donnés dans une journée. Avec les pilules, on ne calcule pas par heure, on le calcule en réalité totale. Et ça va me montrer que 100 microgrammes de furosémide est équivalent, par chance, heureusement, à 100 mg de morphine sous-cutanée. Cette équivalence-là va être très commode quand je vais vouloir calculer les entredoses. La morphine, le fentanyl, est donc beaucoup plus puissant que la morphine. Alors, voici un timbre de 25 microgrammes heure transdermique. Ce timbre-là, c'est l'équivalent de donner 25 mg de morphine sous-cutanée par jour.
Cette équivalence-là est importante parce qu'elle va nous permettre de calculer tout le temps les doses de médicaments reçus et les entredoses. Donc, c'est comme si j'avais un timbre qui a 0,025 mg, ça c'est la même chose que 25 microgrammes par heure, ça donne la même chose que 25 mg par jour. Et ça va montrer que le fentanyl est en fait 42 fois plus puissant que la morphine quand il est donné en forme de timbre. Si tu le gagnes quand il est sous-cutané, il est plus que 42 fois. Mais en forme de timbre, il est 42 fois plus puissant. Donc, le fentanyl est environ 40 fois plus puissant que la morphine sous-cutanée. Et rappelons-nous, 25 microgrammes heure, c'est la même chose que 25 mg jour pour le fentanyl d'un côté, la morphine de l'autre. Si je veux calculer une entredose, bien, le calcul de l'entredose se fait toujours de deux façons, soit 10 de la dose de 24 heures, soit la moitié de la dose de 4 heures. Ici, je viens de calculer la dose de 24 heures, 25. L'entredose va donc être de 2,5. 2,5 quoi? 2,5 morphine par voie sous-cutanée aux 2 heures, qui est la même chose que 5 mg de morphine par la bouche aux 2 heures. Mais si on l'a donné déjà en forme de timbre, quelquefois, c'est parce qu'on veut ne pas utiliser la bouche. Quelquefois, c'est parce qu'on veut que ce soit plus pratique aussi. Donc, l'entredose, c'est 10 de la dose journalière. Alors, si j'ai un timbre de 50, ça me donne la même chose de microgrammes heure de fentanyl. C'est la même chose que milligrammes jour de morphine ou 100 mg par la bouche. Je vais donc calculer que pour un timbre de 50, je vais avoir besoin d'une entredose de 50 microgrammes heure de 5 mg sous-cutané ou 10 mg par la bouche. Ça va être l'entredose que j'aurai avec mon timbre. Beaucoup de docteurs ne sont pas très sûrs de comment calculer l'entredose. Ce n'est pas votre cas parce que vous êtes là-dedans, vous, constamment, mais beaucoup de vos collègues ne savent pas comment calculer une entredose. D'ailleurs, pas plus avec la morphine, l'hydromorphone qu'avec le timbre, ils sont aussi fourrés dans tout ça. Mais ils sont particulièrement avec le timbre parce que le timbre, il faut être capable de savoir cette équivalence pour calculer l'entredose comme il faut. Il faut bien comprendre également que quand on fait ce calcul-là, on fait l'assumption que le malade absorbe normalement. Et ça, ce n'est pas certain. Et donc, il est parfaitement possible que nous donnions une entredose plus forte que requise parce que le malade absorbe moins qu'on pense. Et il faut toujours garder ça à l'intérieur de l'esprit. Alors, l'entredose calculée comme ça est parfaite si l'absorption est optimale, mais on va voir que le malade peut demander de plus en plus d'entredose s'il y a de moins en moins d'absorption par son timbre. Il est en train de remplacer son timbre par des entredoses parce que le timbre ne fonctionne plus, puis on va voir pourquoi il peut ne pas fonctionner. Alors, je vous rappelle que quand on met un timbre au temps zéro, avant que la concentration soit stable à l'intérieur du sang, ça prend 12 heures. 12 heures, c'est 3 périodes de 4 heures. On aime ça les 4 heures parce qu'on prescrit souvent en sous-cutané les opiacés aux 4 heures. Donc, 12 heures, c'est 3 périodes de 4 heures. Ça va prendre 3 périodes de 4 heures avant que le timbre soit pleinement opérationnel. Après une période de 4 heures, il est un tiers opérationnel. Après 2 périodes de 4 heures, 8 heures, il est 2 tiers opérationnel. Après 3 périodes de 4 heures, il est 100 opérationnel. Et on voit très bien ici que plus on a une grandeur de timbre grande, bien, plus on a un niveau élevé à l'intérieur du sang. Et c'est comme ça qu'on va donc utiliser la dimension du timbre. Dans la diapositive, je pense qu'elle n'est pas tout à fait à sa place, mais ce n'est pas grave. Mais on peut, si on a seulement des 50 puis qu'on veut prescrire des 25, on peut. On colle le timbre à moitié sur la peau, puis à la moitié sur un tegaderme, qui lui empêche le contact avec la peau. Et donc, on a réduit de 50 % la surface du timbre, et le malade reçoit en effet 25, parce qu'il n'y a que 50 % de 50, c'est-à-dire 25, qui est collé sur la peau. Comprenez-vous ça? D'accord? Ceci va nous aider parce que ça va nous donner beaucoup de versatilité. Alors, ça va prendre 12 heures pour arriver à l'arrêt, 3 périodes de 4 heures, et
durant ces 3 périodes de 4 heures, si on est en train de rotationner d'un opiacé à un autre, on va être obligé de tenir compte du délai dans la montée, comme d'ailleurs du délai dans la descente, parce que ça va être vrai également à l'envers. L'intérêt de ces timbres-là, c'est qu'il nous permet de suivre le malade sans qu'il prenne des médicaments pendant 3 jours. Donc, pendant 3 jours, il a sa médicament de façon constante. Ça marche jour et nuit. Pas obligé de se lever la nuit pour donner des doses, ce qui est très commode à la maison. Le malade peut devenir mobile, ça ne gêne pas ses soins corporels habituels, ça lui donne moins de pilules à prendre. Je nous rappelle que nos malades en fin de vie, quelquefois, sont à 25 ou 30 pilules par jour. Avec 30 pilules par jour à la maison, c'est impossible. Donc, si tu n'as pas un suivi extraordinaire. Donc, c'est très commode, c'est très confortable. Et le fentanyl n'est pas excrété par le rein. Et donc, c'est une molécule qu'on va pouvoir donner même par des gens qui n'ont plus une fonction rénale normale. Il y en a 2 comme ça qui est dans notre le fentanyl et la méthadone. Fentanyl et méthadone ne sont pas excrétés par le rein. Et donc, l'un et l'autre vont être extrêmement commodes. Et en fait, le fentanyl, c'est une forme longue-action. Et cette forme longue-action, elle a la beauté de durer 3 jours. Maintenant, il y a un nouveau thème qui va durer 7 jours. Lui, c'est une forme super longue-action qu'on commence à mettre à l'intérieur en commercialisation. Et donc, c'est très commode. Les choses positives, peu de manipulation, effet stable, le taux est stable, c'est prolongé. Si tu as la bonne dose, le malade va bien. C'est facile à surveiller, mais il faut le surveiller quand même. C'est optimal lorsque le malade a une douleur constante avec peu de pics de douleur. Donc, un malade qui a une douleur qui est prévisible, qui est relativement constante, elle descend de 8 sur 10 à 2 sur 10, puis est bien contrôlée à 2 sur 10. Évidemment, lorsqu'il y a un pic de douleur avec un timbre, on peut être obligé de donner une entredose pour faire face au pic. Et l'entredose, on a vu comment la calculer. L'autre intérêt du fentanyl, c'est qu'il court-circuite complètement le tube digestif. Et ça, c'est important pour les gens qui ont, par exemple, une obstruction intestinale, des maladies inflammatoires du tube digestif, des raccourcissements, des chirurgies majeures, blablabla. On ne veut pas passer par le tube digestif, on n'est pas sûr qu'il marche. Alors, le fentanyl, même s'il nous donne une voie qui n'est pas là. Ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça prend 12 heures avant qu'il marche, puis ça prend 12 heures avant qu'il ne marche plus. Donc, si tu as quelqu'un à qui tu veux commencer une autre voie, avant qu'il n'ait plus de fentanyl qui rentre, alors que tu as enlevé le timbre, la petite chambre adipeuse sous le timbre est encore pleine et ça va lui prendre 3 périodes de 4 heures au mieux pour être complètement vide de fentanyl. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ajuster vite. Et non seulement on ne peut pas l'ajuster vite, on n'est jamais très sûr de combien le malade reçoit. Le malade reçoit probablement 25 microgrammes avec un timbre de 25, mais c'est un probablement. Ceci vous explique pourquoi, dans le service où j'ai eu le privilège de travailler, quand le malade rentrait du domicile avec son timbre, le premier geste qu'on faisait, c'était d'enlever le timbre. Parce que le malade est là avec une espérance de vie de moins de 10 jours. L'espérance moyenne de vie chez nous, c'est de 8 jours. Et on est sûr qu'il va avoir besoin d'ajustements rapides. Et le timbre ne nous permet pas de donner des ajustements rapides. Et donc, le timbre est bon quand le malade est là pour longtemps. Donc, nous autres, soins palliatifs, hôpital de Rodam, beaucoup de cancéreux qui restent peu longtemps, on utilise très peu de timbre. À la clinique externe de l'hôpital de Rodam, où on suit le monde à la maison, ils ont tous des timbres. Pourquoi? Parce que la clinique externe, c'est un milieu où il va être là longtemps et donc c'est un médicament qui est extrêmement approprié. J'ai tendance donc à dire qu'il est mieux comme ici, maison Victor-Gadebois, où il y a des gens qui vont passer 2 mois, ils ont absolument besoin d'avoir accès à des timbres, mais quand ils commencent à être vraiment terminal, c'est le temps de passer à un médicament sous-cutané dans lequel on sait exactement combien de médicaments on a donné, on ne fait pas de guess, et puis on le donne de façon appropriée aux besoins du malade. Okay? Donc, les longues actions, ce n'est pas bon pour les situations qui changent vite. Les longues actions, c'est bon pour les situations stables.
Dès que tu t'en vas vers une situation qui change vite, tu arrêtes ta longue action. C'est aussi vrai pour les timbres que c'est vrai pour l'oxycontin ou toutes les formes contin de ce monde. Et donc, on ne donnera pas de timbre aux soins palliatifs en fin de vie. Et je vais vous expliquer qu'on ne sait pas vraiment le transfert, on l'assume. Or, en fin de vie, il y a plein de périodes où, du coup, la pression baisse. Le malade devient hypotendu. Il y a moins de circulation en dessous de la peau. La petite chambre n'est plus capable de se vider parce qu'il n'y a plus de sang qui arrive en dessous de la peau. Je regarde ses genoux, puis ils sont marbrés de rouge. Et ça veut dire que la circulation n'est pas bien bonne dans les genoux. Es-tu bonne de là où est le timbre? Pas du tout certain. Et donc, ceci est une raison pour ne pas mettre, on va donner le fentanyl sous-cutané, on pourrait très bien le faire, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est tellement puissant, le fentanyl, que si tu te trompes de 1/10 de millilitre, puis tu donnes 1 millilitre, tu viens de tuer le malade avec du fentanyl. Avec on n'utilise jamais le fentanyl en sous-cutané, mais c'est pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas pour des raisons que ça ne marchera pas. Il peut arriver qu'on veut passer de la morphine au fentanyl. Comment est-ce qu'on fait? Bien, je vais d'abord regarder quelle est la dose équivalente. Si le malade reçoit 10 mg aux 4 heures par la bouche, il reçoit donc 6 fois 10 mg, 60 mg par jour de morphine par la bouche. 60 mg de morphine par jour, ça c'est la même chose que 30 mg de morphine sous-cutanée. Il y a un facteur de 2 entre la bouche et la piqûre. Pourquoi un facteur de 2? Parce que quand tu prends la morphine par la bouche, le foie commence par en manger la moitié avant de laisser passer le reste en circulation. Et donc, cette morphine-là, le malade ne la voit jamais, le foie l'a mangée du premier coup. Ce n'est pas vrai quand tu le donnes sur la peau parce qu'il ne va pas d'abord au foie, mais par la bouche, ça va d'abord au foie. Et donc, on dit que la malade recevait 30 mg de morphine sous-cutanée et je veux le rotationner vers le fentanyl en timbre. Ça, c'est un changement d'opiacé. Comme c'est un changement d'opiacé, je vais donner 70 de la dose équivalente et pas exactement la dose équivalente. Parce que je sais qu'avec la morphine, il y a déjà eu un peu de désensibilisation des récepteurs. Donc, la cause équivalente est plus petite avec le nouvel opiacé qu'elle était avec l'ancien. J'utilise un facteur de 70 Donc, je calcule que je devrais donner 30, et comme c'est une rotation, je devrais donner seulement 22 mg par jour. Si je veux donner ce 22 mg par jour, bien, je n'ai pas des timbres de 22, mais j'ai des timbres de 25. Fait que je vais abandonner le 3 que je ne sais pas quoi faire avec, puis je vais me donner une timbre de 25. Et avec ce timbre de 25, je sais que je vais avoir des entredoses qui vont être de l'ordre de 2 mg de morphine sous-cutanée. Il devrait être 2,5, mais bon, c'est la même chose. On peut donner 2,5, mais 2 aussi, c'est parfaitement possible. Que vais-je faire? Bien, je vais donner sa dernière dose de médicament par la bouche. Je suis au temps 0. Et à partir du temps 0, je mets mon timbre de fentanyl à 9 heures le matin. Puis là, j'ai 3 périodes de 4 heures d'équilibration. Dans la première période de 4 heures, le malade, il reçoit peu de fentanyl, puis il ne reçoit plus de morphine. Alors, je vais lui donner de la morphine divisée en tiers. 2 tiers de morphine pour le premier 4 heures, 1 tiers de morphine pour le deuxième 4 heures, et pas du tout pour la fin. OK? Donc, je diminue progressivement mes doses de morphine et j'ai le calcul sur 3 tiers. Le premier tiers reçoit sa dose normale, le deuxième tiers reçoit 2 tiers de la dose normale, le troisième tiers 1 tiers de la dose normale, et le quatrième tiers qui n'existe pas, et il n'a plus du tout, il n'a plus 0. Il reçoit seulement des entredoses de morphine sous-cutanée. Est-ce que c'est clair, ça? Puis vous comprenez pourquoi on a fait ça? Parce que ça prend un bout de temps avant que le fentanyl soit arrivé à son... Si je peux faire le contraire, je peux avoir quelqu'un qui est arrivé du fentanyl à la maison, puis il rentre ici, je voudrais le mettre maintenant en morphine sous-cutanée, bien, je fais le contraire. Je regarde la dose équivalente. Il y avait 50 microgrammes/heure de fentanyl, c'est la même chose que 50 mg jour de MOS, et donc je devrais lui donner 50, mais ce 50, c'est un nouvel opiacé, je vais multiplier par 70 et j'obtiens maintenant 35 mg jour sous-cutané. Et ce 35, c'est 4 fois 6, 36. Et donc, si je donne 6 mg sous-cutané aux 4 heures, je vais avoir exactement la même dose. Oui, mais quand j'ai enlevé le timbre,
il y a encore plein ça va prendre le premier 4 heures, il va recevoir encore une bonne partie de sa dose. Et donc, je vais diviser en 3 périodes, et puis je vais augmenter progressivement la morphine aux 4 heures jusqu'à ce que j'arrive à la dose du 6 mg. Et donc, le premier 4 heures, il va recevoir 2 mg, le deuxième, il va recevoir 4 mg, après, il va recevoir 6 mg, puis là, je suis à ma dose de 6 mg aux 4 heures réguliers avec les entredoses qui vont avec. Est-ce que c'est clair, ça? OK. 3 jours le timbre? Ben oui, mais il y a assez de médicaments pour 5 ou 6 jours. Pourquoi on dit 3 jours? Parce que c'est inégal de patient à patient. Et on veut être certain qu'on est en sécurité et donc on utilise 3 jours. Mais il y a des patients qui peuvent avoir un transfert très élevé entre le patch et parce qu'ils ont beaucoup de sang sous la peau. Par exemple, des patients que vous voyez qui sont très, très rouges, des patients qui ont eu des lésions sous-cutanées, des patients qui ont eu des petits bobos récemment, des patients qui ont simplement une circulation sous-cutanée plus grande que les autres, des gens qui ont toujours chaud, par exemple, qui sont toujours en train de transpirer, ce sont des gens qui ont une perfusion sous-cutanée importante. Et à ce moment-là, on va voir que le patient est très bien le jour 1, très bien le jour 2. Ah, le jour 3, il augmente ses entredoses. Puis si tu vois ça 4-5 fois de suite, que le jour 3, il augmente ses entredoses, bien, tu sais qu'il prend plus de fentanyl que tu penses. Puis le 3e jour, il n'y en a plus assez dans le timbre pour le maintenir. Et qu'en fait, tu pensais qu'il y avait un timbre de 25, mais lui, il utilisait comme si un timbre de 35. Tu ne l'as pas mesuré chez lui, mais tu sais qu'il a vidé son timbre après 2 jours. Et donc, ce monsieur-là, on va lui donner son timbre à changer aux 2 jours, pas aux 3 jours. Utilisé donc pour 2 jours seulement et considérer, quand c'est le cas, d'augmenter les entredoses également. Parce que s'il l'utilise plus vite, ce n'est pas un timbre de 25 qu'il a. Il se comporte comme s'il avait un timbre de 35. Et donc, son entredose, ce n'est pas une entredose de 25, mais une entredose de 35. Et donc, tu vas majorer d'à peu près un tiers des entredoses pour faire face à cette situation-là. Est-ce que c'est clair? Alors, le premier facteur était la dimension, on en a parlé. Le deuxième facteur, c'est l'épaisseur de la peau ou de la couche cornéa. Je ne sais pas d'abord, je m'excuse. Le premier facteur, c'est la dimension du timbre. Si j'ai un timbre de 25, que j'en colle seulement la moitié sur la peau puis la moitié sur du tégaderme, j'ai un timbre de 12. C'est plus nécessaire maintenant, il y a des timbres de 12. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de timbre de 12. Maintenant, on a des timbres de 12. Puis si je veux avoir 6, bien, je prends un timbre de 12, puis je le colle moitié sur la peau, moitié sur le tégaderme, puis j'ai un timbre de 6. Je peux avoir 37 en mettant un timbre de 25, puis un autre timbre de 25 collé à moitié par-dessus le premier. Le premier bloque la moitié du timbre, l'autre partie sur la peau. J'ai maintenant 25 plus 12, puis 25 plus 12, ça donne 37. Je peux avoir un timbre de 50 plus un demi-timbre de 50, c'est-à-dire un demi-25, ça donne 25, ça va donner 75. Je peux trouver donc toutes les combinaisons que je veux avec les timbres que j'ai. Pourquoi c'est important? Parce qu'il arrive, surtout à la maison, qu'on n'ait pas tous les timbres qu'on veut. J'ai juste des 50, qu'est-ce que je peux faire? Bien, en attendant que la pharmacie soit ouverte lundi, je peux mettre un tégaderme puis utiliser la moitié d'un timbre 50 ou un tiers d'un timbre 50. Un tiers de timbre 50, c'est mieux quand on a besoin que pas de timbre du tout. Évidemment, la précision du tiers, elle n'est pas facile. Il faut prendre une règle, regarder c'est quoi la rang, c'est quoi un tiers. C'est pas aussi précis. Donc, c'est mieux d'avoir les timbres les plus précis possibles, c'est sûr. Mais c'est possible, par chevauchement sur des surfaces non absorbantes, d'avoir à peu près toutes les concentrations que l'on désire. Il faut non seulement que le timbre ait la bonne surface, mais il faut qu'il colle. Si le timbre ne colle pas à la peau, bien, il ne peut pas avoir de transfert entre le timbre et la peau. Pour qu'il colle à la peau, si le malade il est plein de poils, comme un ours, bien, les poils empêchent le contact avec la peau. On ne rase pas le malade parce que les poils repoussent en dessous du timbre. Donc, on ne rase pas le malade. On cherche une place où il n'y a pas de poils.
Okay? Une place où il y a moins de poils. Il y en a souvent. Quelquefois, ce sont des endroits, on ne sait pas, par exemple, à l'envers des bras, ici, des fois, il n'y a pas de poils. Dans le cou, des fois, il y a beaucoup moins de poils. Alors que sur le thorax, le poil est florissant. Donc, on trouve un endroit